Bonjour à tous, donc on est toujours dans le chapitre 2 sur la commande du mouvement, c'est la séance 3, et comme d'habitude on va commencer par corriger le travail qui était à faire pour la séance précédente, la séance 2. Alors dans cette activité, pour la séance 2, vous aviez une expérience à analyser, et des informations qui étaient données dans un document. On s'intéresse ici à trois régions du cerveau, M1, qui est en fait le cortex moteur qu'on a déjà évoqué dans les précédentes vidéos, et deux autres zones du cerveau, deux autres aires du cerveau, l'aire motrice supplémentaire, AMS, et également l'aire prémotrice, APM. Et la consigne que vous aviez était d'étudier cette expérience pour montrer que les différentes aires du cerveau communiquaient entre elles lors de la réalisation d'une tâche motrice, d'un mouvement. Et ici, on demande au singe d'appuyer sur des boutons dans un ordre précis, par exemple le deuxième bouton, puis le quatrième, puis le premier. Et on leur donne cette consigne de deux façons différentes. Soit les singes doivent suivre des indices visuels, c'est-à-dire que les boutons vont s'allumer les uns à la suite des autres et ils vont devoir appuyer sur les boutons qui s'allument, soit les singes ont appris précédemment la séquence à reproduire et donc vont de mémoire appuyer sur les touches dans l'ordre 2, 4, 1 sans aucun indice visuel. Et on mesure l'activité dans les différentes aires étudiées ici, donc dans l'aire motrice, donc le cortex moteur, dans l'aire prémotrice, APM, et dans l'aire motrice supplémentaire. On mesure l'activité des neurones. Ce qu'on observe, c'est que lorsque le singe suit un indice visuel pour effectuer ses mouvements, qu'il va appuyer sur les boutons qui s'allument les uns à la suite des autres, on observe une forte activité du cortex moteur. Donc ça c'est normal puisque c'est le cortex moteur qui va donner la commande du mouvement et donc qui va permettre aux muscles de se contracter pour appuyer sur les boutons. On observe également une assez forte activité de l'aire prémotrice et une petite activité de l'aire motrice supplémentaire. Ensuite, quand on compare ces résultats-là à l'autre groupe de singes, les singes qui eux n'ont pas eu d'indice visuel mais ont dû apprendre précédemment la séquence à reproduire, on observe à nouveau une forte activité de M1, donc du cortex moteur. Encore une fois, c'est logique, quoi qu'il arrive, il y a commande du mouvement, donc il est normal que le cortex moteur soit actif pour commander les muscles et pour que ces muscles se contractent pour appuyer sur les boutons. Ce qu'on observe en revanche, c'est qu'à la différence du premier groupe de singes qui avait suivi l'indice visuel, l'aire APM n'est pas active lorsque la séquence est mémorisée. En revanche, l'aire motrice secondaire, l'aire motrice supplémentaire, AMS, elle est très active. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la comparaison des résultats pour ces deux groupes? Ce qu'on peut mettre en évidence ici, c'est déjà, dans tous les cas, s'il y a commande du mouvement, le cortex moteur est actif. Ça, c'est la première colonne de l'expérience. Deuxième colonne, ce qu'on observe en comparant les résultats, c'est que APM est actif lorsqu'il y a un indice visuel, mais n'est pas actif lorsque la séquence est mémorisée. Donc, on peut en déduire le rôle de APM de l'aire prémotrice. L'aire prémotrice, elle permet de mettre en relation les informations visuelles avec la commande motrice. Et donc APM va communiquer avec M1, et APM va transmettre les informations qui sont issues du cortex visuel qui reçoit les informations visuelles, et ensuite communiquer avec M1 pour faire la commande du mouvement. Et comme dans le cas de la séquence mémorisée, il n'y a pas d'indice visuel, il est normal que APM ne soit pas actif à ce moment-là. Et enfin, AMS, on voit que AMS, l'aire motrice supplémentaire, est plus active dans le cas de la séquence mémorisée et est faiblement active dans le cas de l'indice visuel. On peut imaginer que l'aire motrice supplémentaire a un rôle par rapport à la mémoire, ce qui est retenu, et qui va interagir avec l'aire motrice pour commander le mouvement. Alors on peut se dire pourquoi AMS intervient dans le cas de l'indice visuel. Si on dit que AMS, l'aire motrice supplémentaire, intervient en relation avec la mémoire, pourquoi la mémoire intervient? Tout simplement parce que s'il y a un indice visuel, il y a un tout petit laps de temps où le singe va devoir retenir quel bouton s'est allumé avant d'appuyer dessus. Donc, de toutes ces mises en relation, on peut en déduire donc que les aires du cerveau communiquent entre elles pour effectuer une tâche motrice, que l'aire prémotrice met en relation des informations visuelles avec la commande motrice, avec la commande du mouvement, et que AMS plutôt en relation avec les aires liées à la mémoire, et va communiquer avec l'aire motrice pour effectuer des tâches mises en relation avec quelque chose de mémorisé. Donc on peut faire des schémas pour résumer ce qu'on a appris de cette expérience. Ici, on retrouve l'aire motrice, M1, l'aire prémotrice et l'aire motrice supplémentaire. Dans le cas de l'indice visuel, on a l'aire motrice supplémentaire et l'aire prémotrice qui communiquent avec le cortex moteur, et le cortex moteur qui va communiquer avec les muscles pour commander le mouvement, avec une
plus forte activité de l'aire prémotrice qui est en relation avec les informations visuelles perçues par le cerveau. Tandis que dans le cas de la séquence mémorisée, l'aire prémotrice n'intervient pas puisqu'il n'y a pas d'information visuelle, c'est uniquement quelque chose qui est stocké dans la mémoire, et on voit que dans ce cas-là, c'est AMS, l'aire motrice supplémentaire, qui communique avec le cortex moteur, et le cortex moteur qui envoie l'ordre aux muscles de se contracter. Donc on voit que les aires du cerveau communiquent entre elles, ce n'est pas seulement le cortex moteur qui intervient dans la commande du mouvement, mais il intervient dans cette commande en relation avec d'autres régions du cerveau. Alors, on va terminer ce chapitre. Donc, on sait que l'information part du cerveau sous forme de message nerveux, on sait qu'elle va arriver au muscle. La question qu'on peut se poser, c'est par où passe cette information qui part du cerveau et qui va jusqu'au muscle. C'est assez évident. On avait vu dès le début de ce chapitre que lorsqu'on avait une lésion de la moelle épinière, on était paralysé, donc ça veut dire que les messages qui partent du cerveau vont passer par la moelle épinière. Alors quel trajet suivent-ils? Donc on avait dit déjà que le cortex moteur d'un hémisphère commande les muscles du côté opposé. Ici, le cortex moteur situé à gauche de mon schéma va commander les muscles qui sont dessinés ici à droite, et ça va être l'inverse. Le cortex moteur qui est à droite sur mon schéma va commander les muscles qui sont à gauche sur mon schéma. Donc le message part du cortex moteur, il va parcourir des neurones. À un moment, il va changer de côté, puisque forcément il doit aller innerver les muscles qui sont situés du côté opposé, et on voit que les neurones qui partent du cerveau vont communiquer avec les neurones moteurs au niveau de la substance grise de la moelle épinière, ces neurones moteurs qui vont innerver le muscle et commander le mouvement. Ces neurones moteurs ici symbolisés en rouge, on les a déjà vus dans le chapitre sur le réflexe myotatique. Ce sont les neurones moteurs qui permettaient au muscle de se contracter en réponse à son propre étirement. Alors revenons justement sur ce réflexe myotatique qu'on avait évoqué dans le premier chapitre, et on va ajouter quelque chose de plus. Je rappelle ce qu'on avait vu dans le premier chapitre, on est au niveau du mollet, le mollet subit un étirement, une information part par un neurone sensitif, communique avec un neurone moteur, et le neurone moteur commande la contraction du muscle en réponse à son propre étirement. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de la notion d'antagoniste, de muscle antagoniste. Au niveau de cette jambe-là, on voit qu'il y a un muscle d'un côté et un muscle de l'autre. Si on les représente dans leur fonctionnalité au niveau du corps, on voit que lorsqu'on opère une flexion du pied, on a le muscle qui est à l'avant qui est contracté, tandis que lorsqu'on opère une extension du pied, c'est le rôle du muscle situé à l'arrière. Évidemment, si on veut faire une extension du pied, il ne faut pas que le muscle à l'avant se contracte en même temps que celui qui est à l'arrière, puisque le muscle à l'avant, lorsqu'il se contracte, il permet la flexion. Donc comme ce sont deux mouvements opposés, il faut que les muscles, lorsque l'un se contracte, il faut à tout prix que l'autre soit relâché, et inversement, ici, lorsque l'un se contracte, il faut que l'autre soit relâché. Et ça, c'est le principe des muscles antagonistes. Les muscles antagonistes, c'est toujours ça, c'est lorsque l'un des deux est contracté, l'autre doit être relâché. Et si on revient à notre réflexe myotatique, on avait vu que ce muscle, lorsqu'il est étiré, il doit immédiatement se contracter, et c'est ça le réflexe myotatique. Donc si ce muscle-là doit se contracter, il faut à tout prix que l'autre muscle antagoniste, l'autre qui est de l'autre côté, soit forcément relâché à ce moment-là. Et ce qu'on observe, c'est que ce neurone sensitif qui envoyait des messages lorsque le muscle subissait un étirement dans le cadre du réflexe myotatique, non seulement il communique avec le neurone moteur qui permet la contraction de ce même muscle en réponse à son propre étirement, mais on voit également que ce neurone sensitif communique avec ce qu'on appelle un interneurone inhibiteur. Cet interneurone inhibiteur, il communique avec un motoneurone, un neurone moteur, qui lui commande le muscle opposé, le muscle antagoniste, de se contracter. Et donc quand le neurone sensitif de ce muscle envoie le message pour dire que le muscle est étiré, il va stimuler l'interneurone inhibiteur, et comme son nom l'indique, cet interneurone est inhibiteur, donc cet interneurone va permettre de bloquer le neurone moteur du muscle antagoniste, et assurer que le muscle antagoniste soit forcément relâché lorsque le muscle du mollet se contracte. Et donc on voit ici qu'au niveau de la substance grise, c'est un peu plus complexe que ce qu'on avait dit dans le premier chapitre. Ce n'est pas simplement le neurone sensitif qui communique avec un neurone moteur, mais le neurone sensitif communique également avec des interneurones inhibiteurs, qui ont pour fonction donc d'empêcher la contraction d'un muscle lorsque son antagoniste doit se contracter. Alors, si on revient à ce qui se passe au niveau de la moelle épinière, donc ce qu'on a dit, c'est que dans le cadre de la commande du mouvement, l'information, elle vient du cerveau. Ce qui est symbolisé ici par ce neurone colorié en orange, on a une information qui vient du cerveau pour commander le mouvement, qui arrive au niveau de la substance grise de la moelle épinière et qui communique avec le neurone moteur et qui va envoyer un message par le neurone moteur au muscle pour commander la contraction du muscle.
c'est ce même neurone moteur qui, dans le cadre du réflexe myotatique, reçoit une information du neurone sensitif qui va lui dire de se contracter. Donc ce qu'on voit déjà, c'est que ce neurone moteur qui permet la contraction du muscle du mollet, non seulement il reçoit les informations du cerveau, et là on sera dans le cadre d'une commande volontaire, mais il reçoit également les informations du neurone sensitif qu'on avait vu dans le chapitre 1 sur le réflexe myotatique, et là, ça sera pour des informations qui concernent une contraction involontaire. Et ce sera le même neurone moteur qui transmettra les informations pour la contraction volontaire, c'est-à-dire celle qui vient du cerveau, que pour la contraction involontaire, c'est-à-dire celle qui vient du neurone sensitif. Et on rajoute un troisième neurone, c'est le fameux interneurone inhibiteur, qui est connecté au neurone sensitif du muscle antagoniste. Si c'est au tour du muscle antagoniste de se contracter, eh ben le neurone sensitif, par le biais de l'interneurone inhibiteur, bloquera le neurone moteur du muscle antagoniste et empêchera la contraction. Donc ce qu'on voit, c'est que ce neurone moteur, en fait, ne reçoit pas simplement juste l'information d'un neurone sensitif, il reçoit aussi l'information d'un neurone provenant du cerveau, mais aussi d'un interneurone inhibiteur. Alors du coup, comment fait ce neurone moteur pour envoyer une information simple lorsqu'il reçoit des informations variées? Eh bien, c'est ce qui est représenté sur ce schéma. On a en rouge le neurone moteur, et on voit que le neurone moteur, quoi qu'il arrive, envoie un message nerveux unique. Il est connecté au neurone sensitif, ça c'était dans le cadre du réflexe myotatique. Il est connecté à un interneurone inhibiteur, et ça c'est ce qu'on vient d'évoquer, c'est pour empêcher la contraction du muscle antagoniste. Et il est également connecté à des neurones qui proviennent du cerveau, et ça c'est ce qu'on voit dans le chapitre 2 sur la commande volontaire du mouvement. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait le neurone il reçoit des informations variées. Par exemple, dans le cadre du réflexe myotatique, il va recevoir uniquement des informations du neurone sensitif qui va le stimuler et il va envoyer un message qui va permettre la contraction. Dans le cadre d'une commande volontaire, il va recevoir uniquement des informations du neurone qui provient du cerveau qui va le stimuler et dans ce cas, il va envoyer une information au muscle pour lui dire de se contracter. Dans le cadre du mouvement du muscle antagoniste, il va recevoir des informations de l'interneurone inhibiteur, ce qui va empêcher le neurone moteur d'envoyer des messages au muscle pour lui dire de se contracter. Mais parfois, le neurone reçoit des informations en même temps de plusieurs neurones à la fois. Et dans ce cas, en fait, il va devoir faire la somme de tout ce qu'il reçoit pour faire un petit bilan. Et par exemple, si la stimulation du neurone sensitif a lieu en même temps qu'une commande volontaire, eh bien, le neurone moteur va additionner les informations qui proviennent des deux neurones, qui sont deux informations qui ont pour rôle de le stimuler, et dans ce cas, le message nerveux aura une fréquence de potentiel d'action encore plus élevée que lorsqu'un seul neurone stimule. En revanche, si on a une inhibition plus une stimulation, dans ce cas, la somme va déterminer si le neurone moteur envoie un message ou n'envoie pas de message. Et donc le fait que le neurone moteur fasse le bilan des différentes informations qu'il reçoit par les neurones présynaptiques qui sont connectés à lui, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Alors, on va terminer donc le chapitre. Ce schéma-là simplifie un petit peu ce qu'on a vu précédemment. Dans le chapitre 1, le neurone sensoriel qui communique avec le neurone moteur pour commander la contraction du muscle. Dans le chapitre 2, les neurones qui proviennent du cortex moteur pour la commande volontaire, qui proviennent donc du cerveau, qui communiquent avec le même neurone moteur pour commander la contraction volontaire du muscle. Quoi qu'il arrive, on n'a qu'un seul neurone moteur qui part et donc un message nerveux unique. Et ce neurone moteur, lorsqu'il arrive, il va être connecté par des terminaisons synaptiques avec plusieurs fibres musculaires, transmettre la même information à ces différentes fibres, et ces fibres vont toutes se contracter en même temps, et ça va permettre la contraction du muscle dans son ensemble. Voilà donc le schéma bilan du chapitre 2, une information qui part du cerveau. Au niveau du cerveau, plusieurs aires qui communiquent entre elles, mais l'information finale, elle est envoyée par l'aire motrice, qui permet la réalisation du mouvement. On a donc les neurones qui partent du cortex moteur, qui descendent par la moelle épinière, qui vont changer de côté, puisque le cortex moteur d'un hémisphère commande les muscles du côté opposé. Au niveau de la moelle épinière, donc à ce niveau-là, on a les neurones provenant du cerveau qui communiquent avec les neurones moteurs, qui sont eux-mêmes connectés à des neurones sensoriels, donc le neurone moteur va intégrer le message et envoyer un message nerveux unique au muscle, qui va, lui, se contracter. Donc voilà pour la commande volontaire du mouvement. Alors, pour terminer, on va regarder une vidéo qui provient du site Canopé et dont j'ai mis le lien ici et qui résume tout ce qu'on a vu dans ce chapitre. Les mouvements effectués de façon volontaire mettent en jeu plusieurs organes. Tout commence dans le cerveau. L'imagerie médicale permet de visualiser les zones impliquées lorsqu'on effectue un mouvement volontaire.
Le cortex moteur joue un rôle essentiel. À tout instant, il reçoit des messages nerveux provenant de différentes zones cérébrales. Le lobe frontal lui donne des objectifs à réaliser. Le lobe temporal lui rappelle quelle stratégie il a déjà adoptée pour planifier un mouvement. Et le lobe pariétal lui indique la situation du corps dans l'espace. L'intention d'effectuer un mouvement est donc déclenchée dans le cortex moteur. Des interactions très complexes avec d'autres zones du cerveau sont mises en œuvre. Les ganglions de la base et le thalamus interviennent pour rendre le mouvement harmonieux. Le cervelet joue un rôle primordial dans l'enchaînement et la durée des différentes phases du mouvement à réaliser. Le cortex moteur recrute certains neurones qui iront activer des muscles très précis. Chaque partie du corps est en effet prise en charge par une zone plus ou moins large du cortex moteur. Plus la zone est grande, plus la précision des mouvements est importante. Un neurone recruté dans le cortex moteur comporte un long axone qui se prolonge dans la moelle épinière. Il constitue une voie descendante pour les messages nerveux en empruntant la substance blanche. Pour transmettre l'information nerveuse qu'il véhicule, cet axone entre en jonction avec un neurone moteur dans la substance grise de la moelle épinière. Le neurone moteur peut recevoir d'autres informations nerveuses en même temps, provenant d'autres neurones. Il intègre toutes les informations nerveuses dans son corps cellulaire et engendre lui-même un nouveau message qui est alors acheminé jusqu'au muscle. L'axone du neurone moteur se prolonge dans un nerf rachidien, en empruntant la racine ventrale. Le message nerveux parvient alors à l'extrémité de l'axone, c'est-à-dire à la jonction neuromusculaire, encore appelée synapse neuromusculaire. Il déclenche la libération d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine. Cette molécule se fixe sur des récepteurs présents au niveau des fibres musculaires. Activées, ces fibres constituent une unité motrice. À l'intérieur, des myofibrilles glissent les unes par rapport aux autres. Ces déplacements engendrent un raccourcissement des fibres musculaires. Ce phénomène, répété dans de très nombreuses fibres, est à l'origine de la contraction du muscle. Sa longueur totale diminue, ce qui tire sur les tendons qui le raccordent aux os. Une articulation est mise en jeu et le mouvement est réalisé. Donc voilà, maintenant que nous avons vu cette vidéo, on va passer à la dernière activité pour ce chapitre 2. Ce que je vais vous demander de faire, c'est donc de lire le polycopié du cours que j'ai mis dans le cahier de texte de Pronote et de faire le QCM numéro 16 qui est également disponible sur Pronote. Et nous aurons terminé pour ce chapitre 2. Vous passez pas plus d'1 heure, évidemment, pour faire le QCM, et je vous souhaite bon courage. À bientôt!